Adrien, je te propose de passer au point box-office de cette semaine, s'il te plaît. Ouais, et je vais commencer par Wish, le dernier Disney en date, qui fait 628 000 entrées en France pour sa première semaine, donc c'est pas mal, c'est très ok en France, C'est ok. il se débrouille bien. À l'international, il est déjà à plus de 100 millions de dollars, ce qui est moins bien, ça aurait pu être quand même un peu plus sympa. Je suis désolé, mon chat apparaît à Ah, l'écran, la pour ceux qui nous mascotte. écoutent. Voilà, ouais, toujours au bon moment, toi, hein, voilà. Je continue mon point box-office avec Napoléon. Napoléon qui lui par contre a déjà récolté 170 millions de dollars au box-office mondial, donc le dernier film de Ridley Scott qui cartonne pas mal. En France il a déjà fait 1 145 000 entrées, donc ce qui est très cool, même si voilà, encore une fois il y a des fantaisies dans Napoléon. Quelques-unes. Et surtout, il a coûté très très cher. Il a coûté très cher, c'est vrai qu'il a coûté très cher, et il y aura une version qui sortira sur Apple TV+, dans quelques temps. De 4 heures. Donc de 4 heures, tout ça, ça se rentabilisera peut-être avec Apple, etc. Enfin, il y a des deals évidemment. Mais au cinéma, c'est pas si mauvais que ça. Le Garçon et le Héron, qui fait le meilleur démarrage pour un film d'animation Ghibli aux USA. C'est assez impressionnant parce que ce qui est pour moi Le Garçon et l'Héron, un film vraiment destiné aux adultes, c'est quand même un film vachement plus difficile à aborder qu'un Mononoke ou un Chihiro, même si Chihiro c'est pas non plus évident quand t'es gamin. Bref, il fait déjà 12,8 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation, donc c'est assez énorme. C'est le leader du box-office américain ce week-end-là. Ah oui. Et, et au box-office mondial, il est déjà à 97 millions de dollars. Donc là, il est quasiment à 100. C'est une excellente performance pour un Ghibli. En France, il a quasiment 1 500 000 entrées. Il a 1 448 000 entrées. Franchement, le bouche-oreille a très bien fonctionné. Ça m'étonne pour ce film. Que t'aimes pas beaucoup. Bah, en fait, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est juste que je le trouve. Je dirais, et je l'ai pas dit à mes potes, genre allez le voir. En fait, vous allez voir, c'est surprenant. Enfin, c'est compliqué de se mettre dedans. Quoi. Et il est un peu chiant. Et voilà. Bah, en plus, c'est pas super feel good. Bref, c'est mon point box office. On en parlera plus tard. Je continue avec Migration, le nouveau film Illumination. On en parlait tout à l'heure de Super Mario. C'est eux aussi. Migration, pour son premier week-end en France, fait déjà 248 500 entrées, dont 40 000 en avant-première. C'est pas mal du tout, franchement, pour un week-end. Pour un premier week-end où c'est pas un week-end de vacances scolaires. Ok. Je continue avec Hunger Games, le préquel qui est sorti, la balade du serpent et de l'oiseau moqueur. Est-ce que j'ai bon? Ouais, yes. À peu près. Box office mondial de 258 millions de dollars. Donc là, ouais, on pensait pas que Hunger Games pouvait encore fédérer, mais franchement, ça marche encore très très bien. En France, c'est le bouche à oreille aussi. Ouais, exactement, ouais. complètement. Bouche à oreille qui fonctionne très bien parce que le film, je l'ai pas vu, mais apparemment, il est quand même assez quali. Et... moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Pour moi, c'est le meilleur de tous les Hunger Games. Ouh. Ah ouais, il dépasse même le premier, l'original. Ouais. Okay. Bah pour moi, l'autre meilleur, c'était le 2 même, carrément. D'accord, ok. Et mais pour moi, il est vraiment au-dessus. Ok. Donc ouais, bah faut vraiment j'allais voir, je prenne le temps d'aller le voir. En France, il a fait 1 236 000 entrées. Pareil, beau succès en France. Et je termine par The Marvels. Là, c'est moins successful. On est à 199 millions de dollars au box-office mondial. Donc là, c'est un flop total, hein, c'est un four. Le film a coûté quasiment 300 millions dans mes souvenirs en budget. 150, donc ouais, c'est ça, c'est monstrueusement nul. Enfin, c'est compliqué pour Marvel là. Et en France, il a même pas atteint le million, loin de là, il a 724 000 entrées. Donc il a pas du tout rassemblé les foules. Pourtant, c'est un film de super-héros. Marvel, qui plus est, mais ça n'a pas fonctionné quoi. C'est le pire score depuis le début de l'histoire de Marvel Studios en fait. Hein, donc, même vraiment, pire que Thor 2 qui était pas aimé et que l'incroyable Hulk qui lui avait fait le moins bon box-office jusqu'ici du coup. Ouais. Qui était sorti dans un autre contexte. Hein, complètement. 2017, bien sûr. Ouais. Complètement. Avec une grosse star en plus en tête d'affiche. Enfin, Edward Norton à l'époque, il portait bien le truc et tout. Quoi. Ouais. Donc ouais. Compliqué. Voilà pour mon point box-office. Merci pour ce point box-office, Adrien. On va pouvoir du coup passer rapidement à notre gros sujet de la semaine que nous allons dédier aux films de plateforme.
Exactement, en fait, les films de plateforme, on s'est dit que ce serait intéressant de revenir sur les films de grands réalisateurs et de grandes réalisatrices en fait qui sont disponibles directement sur les plateformes. C'est quelque chose qu'on a vu se mettre en place ces dernières années. Au début, c'était un peu surprenant. Il y avait des collaborations, par exemple, entre Woody Allen et Amazon. Il y avait des choses comme ça. Puis d'un coup, David Fincher est arrivé sur Netflix avec House of Cards et puis on lui a un peu donné vachement plus de fric pour qu'il fasse des films pour la plateforme, etc. Et en fait, au fur et à mesure, il y a beaucoup de réalisateurs de grands noms en fait qui sont installés sur les plateformes. Notamment Netflix, on va pas se mentir, hein, c'est surtout Netflix en fait qui a un peu la main mise là-dessus. Je vais vous donner une liste de noms et puis après on discutera de leurs films et pour quand même montrer à quel point ces plateformes-là ont réussi à drainer énormément de grands cinéastes. On a du David Fincher, on a du Andrew Dominik, on a du Wes Anderson, on a du Martin Scorsese, Alfonso Cuarón, Bong Joon-ho, les frères Cohen, Sofia Coppola. Donc voilà, c'est quand même des gens qui normalement sont des cinéastes de cinéma, on va dire de la salle de cinéma, qui n'étaient pas du tout habitués à bosser pour des plateformes. Et en fait, ils ont trouvé leur compte, notamment David Fincher, je vais revenir sur lui, qui a l'air d'avoir complètement délaissé les salles de cinéma pour se focaliser quasiment. Après, David Fincher, je pense qu'il a trouvé son compte parce qu'il a un contrat à longue durée avec Netflix. Voilà, j'allais venir. Vu qu'il a signé plusieurs films, il peut pas dire au bout du deuxième Netflix c'est un enfer, j'ai plus envie de faire des films avec eux. Parce qu'il a un contrat en fait. C'est sûr. Faudra voir dans 10 ans ce qu'il en pensera. Parce que je trouve quand même si en plus j'ai eu la chance de voir The Killer en salle, que The Killer et Mank sont probablement pas les films qui resteront en mémoire dans sa filmographie. Bah alors, est-ce qu'on rentre directement dans ce sujet justement, parce que moi le sujet principal en fait c'est le sujet que je voulais aborder, c'est est-ce que les films vus sur une plateforme sont moins bons que les films qui sortent au cinéma. Vraiment, si toi tu as vu The Killer au cinéma, moi je l'ai vu sur Netflix chez moi tranquillement sur mon canapé. Je sais que je vais pas le garder en tête comme j'ai pu garder en tête The Social Network, comme j'ai pu garder en tête Gone Girl. J'ai encore le souvenir vraiment d'être sorti de The Social Network et de m'être dit putain j'ai vu un film de ouf. Genre je me rappelle très bien de la scène. Pour aller le voir, j'avais bien ça. Tu sais, à l'époque, on payait pas cher la place de ciné. Et non mais voilà, c'est des séances qui restent. Alors c'est sûrement une réflexion de vieux con, hein, encore une fois, mais je trouve que la salle de cinéma marque vraiment une empreinte quand t'as vu un film qui t'a plu. Hein. Si t'as pas plu, tu l'oublies tout de suite, évidemment, quoi. Mais t'en souviens longtemps d'une séance de cinéma qui s'est mal passée. Hein. 2h30 d'un film que t'aimes vraiment pas. Oui. C'est long dans un cinéma. Hein. Bon, je me barre. En général, je me barre. Quoique, je suis resté pour Astérix le dernier, mais en général, je me barre. Tu vois, je t'en souviens. Je m'en souviens. C'est vrai qu'Astérix, je m'en souviens très bien. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que... Et c'est compliqué hein, de répondre à cette question parce que... Évidemment, on a le film directement à la maison et est-ce qu'on le considère autant que s'il sortait au cinéma? C'est ça ma question en fait. Il y a plusieurs sujets dans le sujet en réalité. Il y a la qualité intrinsèque des films. Deux, il y a la façon dont on les consomme. Et je voulais rebondir sur ce deuxième sujet d'abord parce que effectivement, moi je pense qu'il y a une différence fondamentale dans la façon dont on consomme les films ou même les produits culturels d'une manière générale, mais c'est différent pour les séries, puisque les séries, on a l'habitude de les regarder à la télé. Oui. L'objet filmique, et tous les cinéastes que tu as cités là, te le diront, ils sont faits pour l'écran d'une salle obscure. Et ils sont faits pour un certain setup sonore, etc., etc. Il y a un côté un peu... cérémonial en fait dans la séance de cinéma qui joue énormément dans l'appréhension d'un film et qui fait que forcément quand tu vas voir pour la première fois Les 8 salopards dans une salle de cinéma et que tu vas voir pour la première fois The Irishman devant ta télé sans logiciel de son 5.1 probablement avec les fenêtres ouvertes et les rideaux ouverts, fondamentalement il y a une différence dans ton appréhension du film. Même si c'est deux grands réalisateurs qui réalisent ces deux films, même si c'est deux films intéressants, la différence est hyper importante dans ta façon d'appréhender, à mon avis, l'objet qu'on te présente, quoi. Moi je pense que même au-delà de la différence de réception qu'on peut avoir individuellement, je pense qu'il y a une différence dans la manière de diffusion et dans la manière dont c'est diffusé, dans la manière dont c'est aussi promotionné. Ouais. Netflix, par exemple, ils ont un délai de promo qui est très 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 court. C'est-à-dire que
une semaine avant la sortie du film, tu n'en entends absolument pas parler nulle part. Ouais. Et en fait, pendant 5 jours, ils vont faire une promo éclair. C'est du Là, on l'a vu matraquage. avec Leave the World Behind. Et pourtant, je suis un grand fan de Mr. Robot et même de Comet, le premier film de Sam Esmail. Mais j'avais complètement oublié qu'il allait faire un film pour Netflix. Je ne savais pas. Et c'est 5 jours avant la sortie, j'ai vu des premières critiques tomber. Je suis en mode, ah mais il y a ça qui sort vendredi. Alors qu'un film de cinéma, tu sais, 3-4 semaines avant, tu auras les trailers, tu vas aller voir d'autres films au cinéma et tu vas voir le trailer avant ce film-là. Et donc ça aussi, ça permet de créer une vraie expérience collective sur la durée, sur les 2, 3, 4, 5, 6 semaines d'exploitation. Là où Netflix, c'est un week-end. C'est-à-dire que le film, il sort le vendredi, le mercredi, plus personne n'en parle. Exactement. Ah, la temporalité d'exploitation est changée, mais complètement. Bah parce que Netflix fait pas de teasing, en fait. C'est ce que tu viens de dire, ils en font jamais. Il y a pas un truc, encore une fois c'est un truc de vieux con, mais moi j'ai le souvenir de Cloverfield à l'époque, où il y avait un teasing pendant des mois et des mois, mais qu'est-ce que c'était que ce film, etc. Et t'allais le voir au ciné, tu fais ok, trop bien quoi, mais Netflix le fait plus. Et qu'il y a eu une exploitation aussi sur plusieurs semaines. Bien sûr. Que, on l'a vu même avec par exemple Élémentaire, le film Pixar qui avait mal démarré au box-office, et qui grâce à une très bonne exploitation et à une communication appuyée de la part de Disney sur plusieurs semaines et avec un bon bouche à oreille, est resté dans l'inconscient collectif des gens et a continué à drainer des entrées. Là où je pense qu'un film Netflix, par exemple The Gray Man, donc des frères Russo avec Ryan Gosling, je pense qu'une semaine après sa sortie, plus personne ne regardait quoi. Je l'avais oublié, tu vois. À tel point que. Moi, je l'ai maté. En fait, il y a. Et ça, c'est. Je pense que ce qui change la donne, c'est vraiment Internet là-dedans. Parce que l'appréhension qu'on a du média Internet est totalement différente de ces médias, on va dire, qui sont désormais classiques. Que la télé, le linéaire, mais surtout le cinéma. Parce que déjà, tu fais l'effort de te déplacer dans une salle de cinéma. Tu fais l'effort de te taper, parce que maintenant on se tape les pubs et les bandes annonces au cinéma. Bien souvent, tu regardes un film de 2 heures, 2 heures et demie. Ensuite, tu rentres chez toi, tu payes évidemment, le prix de ton abonnement. 2 heures. Voilà. Attends, en plus, il faut couper ton téléphone. Et encore, c'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est ça, il y en a qui. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais tout ça pour dire que l'investissement temporel, matériel, financier d'aller dans une salle de cinéma est vraiment différent de celui d'aller sur Netflix, et bien souvent de pas trouver ce que tu recherches parce que il y a trop de trucs, et que souvent tu vas regarder la dernière nouveauté à la mode. Et qu'est-ce que c'est que la dernière nouveauté à la mode? C'est ce dont tout le monde parle pendant 5 jours, comme tu disais Adam, et après c'est vraiment jeté comme une vieille chaussette. Et là on entre vraiment dans la dimension de contenu. Et alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de contenu au cinéma, hein, c'est pas du tout ça que je dis. Évidemment qu'il y a des trucs qui sont produits à la va-vite et qui sont faits juste pour remplir des calendriers, etc. Évidemment, aller dans une salle de cinéma ne te garantit pas de passer un bon moment. Ce que je veux dire, par contre, c'est quand tu vas regarder un grand film dans une salle de cinéma, c'est pas la même chose que regarder un grand film devant ta télévision. Si c'est ton seul moyen de regarder ce grand film, regarde-le à la télé, je t'en prie. Mais si tu peux, si t'as l'occasion d'aller le voir dans une salle de cinéma, tu prendras ta belle claque, quoi. J'ai beaucoup de chance d'habiter à Paris, et grâce à ça, j'ai pu voir 80% des classiques de 2001 l'Odyssée de l'espace, en passant par Le Parrain ou Taxi Driver, au cinéma, parce qu'il y a des vieux ciné qui rediffusent des vieux films en boucle. Et il y a plein de films qui sont dans ma watchlist où je suis en mode, je ne le regarderai pas, non pas parce que j'ai pas envie, pas parce que j'ai pas le temps, mais parce que j'ai envie de le voir dans une salle de cinéma. Et tant qu'il n'est pas diffusé, je vais attendre parce que j'ai pas envie de le voir sur ma télé, qui est très bien, chez moi, comme ça. Mais là où j'ai envie de rebondir sur un des premiers sujets que tu as abordé, c'est qu'il y a la manière dont on va le réceptionner, mais aussi la manière dont c'est fait. Bien sûr. Ça, pour le coup, ça commence à être de plus en plus documenté. Les films Netflix, en fait, sont pas faits comme les films de cinéma. Et ça se voit, je trouve, de plus en plus. Ils sont faits comme des téléfilms. Ils sont tournés comme des téléfilms. Donc, ils ont plus de budget. Et souvent, ils ont des réals qui ont plus d'idées derrière. Donc, ça donne un meilleur résultat. Mais la réalité, c'est que même en termes de jours de tournage, c'est beaucoup plus serré, en termes d'ambition, etc. Et donc, on se retrouve avec, effectivement, The Killer. Pour moi, c'est David Fincher qui fait un téléfilm, quoi. Et c'est très bien, parce que David Fincher, c'est un réalisateur qui a des super idées et tout. Mais je trouve qu'en termes de grandeur, je trouve que c'est moins, quoi. On sent qu'il y a moins.
Sur The Killer, je sais pas exactement parce qu'en fait, je pense que Fincher quand même a son mot à dire et c'est un mec extrêmement relou, c'est connu hein, que le mec fait 156 prises pour 2 figurants qui sont en train de se déplacer et de boire un café. Mais je pense que The Killer est pas spécialement un bon film, en fait, c'est plus ça. Juste pour spécifiquement. J'ai bien aimé hein, The Killer, mais c'est pas un grand Fincher. Voilà. Oui. Mais tu vois, en fait, c'est con, mais je vois ce que tu veux dire sur le côté téléfilm. Je pense que c'est calibré. C'est le problème de Netflix, c'est que c'est calibré, mais Fincher a quand même le moyen de sortir de ce cadre un petit peu. Je pense qu'il est devenu flemmard. Vraiment, je prends juste là le Fincher d'aujourd'hui. Il a plus ce truc qu'il avait avant. Même Manque est un bon film. C'est un film de cinéphile plus. Enfin, c'est une folie quoi. Enfin, et The Killer méritait un traitement peut-être plus poussé de la part de Fincher. Il y a un truc qui est sorti il y a pas longtemps d'ailleurs sur The Killer. Il y a un plan de Fassbender en scooter qui a été refait complètement entièrement CGI. Quelle idée, on sait pas pourquoi. Est-ce que c'est Netflix qui a imposé ça? Est-ce que c'est Fincher qui voulait gagner du temps? Est-ce que c'est Netflix qui voulait gagner du temps? Je crois que c'était galère à filmer, notamment avec son casque pour pas voir les reflets et tout de la caméra. Je crois que c'est des trucs comme ça. Quoi. Ouais, tu vois, mais après ça s'est pas vu. Bien sûr, ça se voit pas. Je l'ai pas vu, hein. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai halluciné, j'étais en mode quoi. C'est étonnant de la part d'un réalisateur comme Fincher d'avoir recours à ce genre d'artifice-là, qu'il utilise. Si, quand même, le numérique, c'est lui qui a été pionnier dans tout ça. Panico, oui, non, mais bien sûr. Mais... Le zénithal qui est ouf et au-dessus du taxi dans Zodiac, c'est assez incroyable. Quoi. Non, c'est moins ça qui mange. Mais après, on va pas rentrer que dans The Killer, qui est un film que j'aimerais bien décortiquer. J'ai pas eu le temps de le faire, mais qui critique beaucoup la société de consommation. Il fait que ça, le film, en fait. Voilà, c'est Fassbender qui attend dans un WeWork en construction. C'est Fassbender qui est avec un café. Je sais plus quoi, il mange un McDo, etc. Enfin, c'est que ça tout le temps. Et en fait, ça a plus du tout le punch qu'avait Fight Club. Ça a plus du tout le truc, en fait. Mais en fait, gars, tu bosses pour Netflix. C'est un peu chiant, quoi. C'est un peu dommage. Enfin, il y a un truc de... Tu n'es plus extérieur à tout ça, maintenant. Et il s'est un peu rangé, quoi. Je trouve que là... Alors... Je vais pas la spoiler, mais pour ceux qui l'auront vu, la fin de Leave the World Behind. Ouais, alors, je l'aime énormément. Ah non, mais moi j'ai beaucoup aimé le film, hein, et je trouve la fin géniale. Je suis pas fan du film, mais la fin, je la trouve géniale. Mais quand derrière j'ai éteint ma télé et qu'il y a le logo Netflix qui est apparu, j'ai fait... Ouais. Oui. Sam Esmail, quand il a présenté cette fin aux exécutifs de Netflix, vraiment, il était serein, à mon avis. Ouais. Fallait y aller et regarder droit dans les yeux et dire ça va être ça à la fin. Ça va être ça. Ça va être vraiment contre vous, en fait. Mais super fin. Incroyable fin. Incroyable fin que j'aimerais bien spoiler, mais on peut pas. Mais je trouve qu'elle en dit énormément. Je trouve que le film, il mérite d'être sauvé juste pour ça, quoi. Pour ce qu'il dit de notre époque aujourd'hui, quoi. Grâce à ça, c'est. Je vous en parlerai tous les deux en fin d'émission, puisque c'est le sujet d'une reco d'Adrien de toute façon. Exactement. Non, mais c'est hyper intéressant en fait parce que quelque part là, on dit bon, Fincher, il s'est un peu rangé, il a plus le même punch qu'avant, mais en fait quelque part, est-ce que ces films-là, les producteurs de cinéma traditionnel, ils les auraient pas juste refusés en fait? Est-ce que, si ça se trouve, il fait ça sur Netflix? Bon, évidemment parce qu'il a un contrat pluriannuel, mais est-ce qu'il fait ça sur Netflix justement parce que peut-être que ces projets-là, un petit peu plus... pantouflard, c'est pas le terme, mais un petit peu plus tranquille, ben il arriverait peut-être pas forcément à les vendre au cinéma traditionnel? Mais je trouve que justement ça a aussi mis en lumière l'importance du rôle du producteur, qui a tendance à être, et d'ailleurs on l'a fait un petit peu tout à l'heure, à être quasiment diabolisé en disant ouais, c'est le mec qui va faire chier le réalisateur qui a des idées en lui disant non tu coupes ça, non ça tu mets pas, non ça tu mets pas, non il faut faire ça pour viser telle cible. Mais en fait, quand on a donné une espèce de carte blanche à plein d'auteurs, ce que Netflix a revendiqué de faire, on s'est rendu compte que souvent ils se perdaient eux-mêmes dans leur trip, un peu tout seuls dans leur coin, là où c'est vrai que parfois un producteur il est capable de donner un cadre à un réalisateur qui est intéressant pour qu'il puisse s'exprimer. Ultra important un producteur. Un bon producteur peut te changer un film, mais et un mauvais aussi. Mais effectivement mais c'est vrai que souvent les créatifs disent que de la contrainte naît la créativité, et que un tournage qui se passe super bien et qu'il n'y a pas de contrainte de la part du producteur, parfois ça manque un petit peu de quelque chose. De challenge. Et peut-être que Fincher en est à ce stade-là chez Netflix, c'est-à-dire que il a son contrat pluriannuel et Netflix lui laisse faire ce qu'il veut, et donc du coup, peut-être qu'il a pas suffisamment de répondants pour se pousser un petit peu plus.
Après, c'est possible. Il y a 2 trucs que j'aimerais aborder. En fait, c'est dans le chat, c'est Lactic qui l'a dit, c'est intéressant. Est-ce qu'au final, les réals ne vont pas sur les plateformes juste pour avoir des fonds sur des projets risqués? C'est possible. Tu vois, à l'inverse d'un projet pantouflard. Est-ce que justement... Scorsese, c'est ça. Hein. Exactement, c'est là où je voulais en venir, parce qu'en fait, on parle de Fincher, il faut parler des autres réals aussi. Et Scorsese pourrait pas faire un Irishman aussi facilement au cinéma qu'il l'a fait sur Netflix. Sûr. Mais est-ce que Scorsese avait vraiment raison de vouloir faire The Irishman? Enfin, je considère que c'est pas un mauvais film, mais vu les moyens employés et vu le résultat et vu l'accueil, en fait, est-ce qu'un producteur de ciné qui dit non à ça, on peut lui dire qu'il fait mal son taf? Ouais. Non, pas tant que ça, quoi. En fait, il faut bien voir que tout ça pour les plateformes, c'est des lignes en plus sur leur palmarès. Parce que là, on parle de films, de grands auteurs, etc. Ce qui intéresse Netflix tout particulièrement, et c'est pas pour rien que tous ces films-là, ils sortent à peu près au même moment dans l'année, à savoir en novembre, décembre, janvier. Tout ça, c'est pour récupérer des Oscars. Tout ça, c'est pour récupérer des prix. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment usiné de la part de Netflix pour sa propre... son propre ego, pas son propre ego, mais son propre rayonnement en fait, culturel, et montrer que regardez, nous on est capable de travailler et de travailler super bien avec tous ces réalisateurs. Nous on est capable de remporter des dizaines de prix à l'année avec nos différents films, et maintenant on est même plus puissant en termes de films, primés que certains grandes majors qui sont installés. Regardez, respectez-nous désormais. Donc vraiment, c'est tout ça, comme le dit Lactic dans le chat, c'est de la visibilité bien entendu, c'est aussi de la respectabilité, histoire de dire, regardez, nous on crée aussi de grandes œuvres. Est-ce que c'est vraiment le cas, cependant? Moi j'ai envie de... Depuis tout à l'heure, on parle des plateformes, et on parle particulièrement de Netflix, mais j'ai envie de faire le distinguo entre Netflix et Apple. Ouais. Je trouve qu'on le voit. En fait, les films Apple, alors j'ai pas aimé Napoléon, et pour le coup, j'ai beaucoup aimé Killers of the Flower Moon, mais quand j'y suis allé, j'ai vu des films de cinéma, quoi. Pour le coup, j'ai pas vu des films de plateforme. Je me suis pas dit, c'est un contenu qu'on m'a diffusé sur un grand écran, sur une toile géante. Là où les films Netflix, même ceux que j'ai vus au cinéma, j'avais plutôt l'impression que c'était ça. Ouais. Et en fait, on voit que, et d'ailleurs, comble du comble, donc Netflix qui court après son Oscar depuis des années, a vu quand même Apple lui passer devant avec Coda, truc que personne avait vu venir. Mais bien sûr. Et donc, dans l'histoire des plateformes de streaming, Apple a son nom avant Netflix. C'est vrai. Le remake de La Famille Bélier, pour les gens qui ne sauraient pas. Qui est ok, mais qui est par contre qui fait très téléfilm, par contre, on va pas se mentir. Il aurait pu être sur Netflix, Coda, mais et qui est un espèce de quand même de vol cette année-là. Enfin, alors là, mon dieu. C'est le fameux système de notation des Oscars pour le meilleur film, où en fait ils rangent de 0 à 10 et ils en votent pas juste pour un, quoi. Exactement. Alors, Apple dans le cœur, j'aime énormément ce qu'ils font. Apple, ils ont une super. Non, franchement, niveau curation, ils sont super forts en ce moment. Je batte For All Mankind, qui est une super série Apple. Ils ont d'excellentes séries. Des très bons films aussi. Ils en ont très peu, mais ils ont des bons. Moi j'ai vu Severance l'année dernière. Incroyable, Severance. Super, très fort. Hein. C'est super. Ils ont aussi des daubes. Ils ont On the Rocks de Sofia Coppola, par exemple, avec Bill Murray. Pas fou, j'adore Sofia Coppola, mais bon, c'était un peu. Tu sens que pareil, on lui a filé du fric. Fais ton petit film avec Bill Murray et Rashida Jones. Bon, j'y suis allé parce que j'aime bien quand même. Bien sûr. Mais des fois, ils tentent des trucs avec Tetris ou ils tentent de Longest Beer Run avec Zac Efron, qui est un super film. Je trouve que c'est un excellent film qui raconte l'histoire d'un mec en fait pendant la guerre du Vietnam qui est à New York et tous ses potes sont partis au Vietnam. Lui, c'est un alcoolique notoire qui branle rien dans le New Jersey et en fait, apparemment inspiré d'une histoire vraie. Et il se dit tiens, est-ce que j'avais pas filé des bières du New Jersey à mes potes qui sont passés au Vietnam? Et il le fait vraiment. Il prend un avion, il arrive à se faire passer pour un mec de la CIA. Enfin bref, c'est très très cool. Mais ils tentent des trucs. Tu sens que Apple tente des trucs plus que Netflix, je suis d'accord. Et qu'ils arrivent, je trouve, à donner un cachet vraiment cinéma. Exactement. Là où Netflix a eu du mal, même Cuarón, Roma, à la limite, même si j'ai trouvé ça chiant comme la pluie. Moi j'ai bien aimé, mais je comprends qu'on soit pas clean. Et parce que en plus, Roma pour le coup c'est vraiment un anti-film Netflix. En fait, quand j'ai vu The Gray Man, pareil, j'ai eu la chance de le voir dans une projection extérieure, etc. Donc le film des frères Russo avec Ryan Gosling, Ana de Armas, fait par une IA. J'étais en... Non, mais il aurait pu être fait par une IA. Ah oui, j'ai cru que c'était une info que tu balançais, je me suis dit quoi. mais rien que le fait que vous ayez pensé que ça puisse être une vraie info, montre que, en fait... genre vous auriez été là en mode ça fait pas une IA. Ok. Bon, c'est les Russo, donc oui, pas déconnant.
Et donc ça, pour moi, ça c'est vraiment un film Netflix, quoi. C'est-à-dire que mes parents, ils peuvent le regarder le vendredi soir à 21h en rentrant du travail. Ils ont pas envie de réfléchir, ils vont se mater The Grey Man, ça va passer tout seul, ils vont l'avoir oublié le lendemain. Alors Killers of the Flower Moon, tu le lances à 21h à vendredi soir, tu payes pas le samedi matin. Pareil, le truc avec Chris Hemsworth, là où il est... c'est un soldat... Je sais plus Extraction. Extraction, ouais. Tyler Rake. Tyler Rake, en français, ouais. Oui, alors en français c'est Tyler Rake, c'est trop con. Mais pareil, ça c'est du. En fait, c'est là où je voulais en venir aussi. C'est du contenu. En fait, c'est snackable. Tout ça, c'est du snack tout le temps, quoi. Et j'ai l'impression, et c'est ça qui me fait un peu peur. Et je deviens aussi un peu comme ça malheureusement parce que la société fait qu'on consomme les choses aussi de cette façon-là. Ça devient de plus en plus dur. De pas tomber là-dedans. En fait, de pas tomber dans ce truc de putain, il y a Extraction, vas-y, c'est quand même vachement plus simple de mater Extraction que de mater Killers of the Flower Moon où faut se manger la pluie, faire 10 minutes de bagnole ou 20 minutes de métro et payer 15 balles et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Sans parler du fait que si ça se trouve, le film il est pas diffusé à côté de chez toi si tu vis en province. Hein. En plus, voilà. Mais moi je trouve que même de manière générale, si on parle des plateformes et de la diffusion des films, etc., je trouve que ça pose un vrai problème d'ouverture culturelle. Je vois autour de moi, dès que je conseille un film, ça me dit c'est sur quelle plateforme, quoi. Pareil. Oui, bien sûr. Ah oui, mais non, mais en fait, tu peux pas te contenter que des films Netflix parce que déjà Netflix, avant 1995, le cinéma n'existe pas pour eux. C'est pas faux. Il n'y a rien. Ils s'améliorent de plus en plus, mais parce qu'ils achètent des collections de grands réalisateurs, de grands acteurs, etc. Mais bon. Ils sont obligés de financer du voilà. cinéma de patrimoine, etc. Et parce qu'ils font un peu la promo sur Twitter. Ouais. Mais la réalité, c'est que si tu regardes dans le catalogue, tu tombes jamais sur ces films. Ils sont dedans, mais ils sont jamais proposés. Et je trouve que ça restreint énormément l'ouverture culturelle des gens, alors qu'en fait, et donc moi, et pour éviter justement de tomber dans cette logique de contenu qui est, en fait, ça m'arrive jamais d'allumer Netflix et de me dire, ok, qu'est-ce que je vais me mater. Bien dans sûr. ces cas-là, effectivement, l'algorithme il va te mettre que du contenu et tu vas aller là-dedans. Et en fait, j'utilise Sens Critique, Letterboxd, etc. Avec une vraie watchlist et je suis en mode, ok, je choisis ce film. Et ensuite, comment j'y accède? Ouais, mais faites comme Adam. Déjà, tu fais... Ouais, franchement, faites comme Adam. mais parce que t'es ouvert à ça, en fait. Oui. C'est une démarche, c'est une contrainte, ce que tu te mets, en fait. C'est pas fou de dire ça, mais pour beaucoup de gens, c'est une contrainte. Hein. Et à la fois, c'est une ouverture parce que je m'ouvre à beaucoup plus de films que me proposerait dans les films que j'ai vus cette année, je pense que si je m'étais limité aux films de plateforme, il y en a 80%, j'aurais pas pu les voir. Regarde, on va pas spoiler la fin du Monde après nous, mais c'est ça en fait. C'est ce côté très rassurant des choses. C'est ce côté très comfort zone qu'on a en fait de se dire un petit McDo là, ouais. Parce que le gastro il est quand même très loin, il est très cher. Est-ce qu'on se referait pas l'intégrale de Friends? Ouais, voilà. Là en ce moment je mate The Curse sur Paramount Plus avec donc Emma Stone, Benny Safdie, etc. Oui, j'ai toujours pas vu. Qui est très, moi j'aime beaucoup, mais c'est très bizarre. C'est Nathan Finder, c'est Nathan For You, il est incroyable ce mec-là, il est super. Exactement. Mais c'est très bizarre et un peu exigeant. Et en fait, donc c'est des épisodes d'1 heure, et le lundi soir, c'est vrai que c'est tentant de se dire petit épisode de Friends à la place. Sur le même temps, je m'en fais 3 en plus. Exactement. En fait, la Sainte Trinité, c'est quoi? C'est Friends, The Office et How I Met Your Mother, quoi. Et ça tourne tout le temps, quoi. Et tu fais, les gars, matez autre chose. Je sais pas, on comprend, mais quand même, arrêtez. C'est plus simple. C'est simple. Et c'est des gens qui, je pense, sont pas aussi. Nous, on est des cinéphiles. Enfin, en tout cas, on aime le cinéma. On se pose des questions dessus et on a un peu un regard critique dessus. La plupart des gens, ils ont envie de mater un truc le soir. Pour décompresser. Ouais. Et c'est vrai que je recommanderais pas de mater The Curse ou Leave the World Behind après une journée de travail si t'as envie de te changer les idées. C'est sûr. Et parce que ça demande beaucoup d'efforts. Tu sais, c'est comme les mêmes excuses pour la télé-réalité. Ouais, mais ça me vide la tête. J'aime pas me prendre la tête. Ouais, mais bon, malheureusement, je sais pas, tu peux trouver du plaisir dans de la fiction ou même un truc documentaire aussi, qui est très sympa, mais qui est... Moi, je trouve du plaisir dans des trucs qui sont, encore une fois, parfois un peu exigeants, et et en fait, faut juste, effectivement, c'est ce que je disais, parce que, donc, encore une fois, on va en revenir à ce film, parce qu'il fait l'actualité, mais Leave the World Behind, qui donc divise énormément, il y a des gens qui ont vraiment pas du tout aimé, mais la plupart des gens qui ont pas aimé, quand je lis, j'ai l'impression qu'ils s'attendaient à voir World War Z, en fait. Et je disais, mais c'est pas possible, non, évidemment que c'est pas World War Z, mais c'est Sam Esmail qui fait un espèce de film un peu post-apocalyptique, mais en fait pas vraiment, quoi. Enfin,
C'est pas ça qui est intéressant, quoi. Il fait un Tech Shelter version 2023 un peu, quoi. Enfin, on sait pas trop, quoi. Enfin, ouais. Au début, la prémisse c'est ça, quoi. Enfin, ça c'est peut-être le souci du marketing aussi. Hein, ça se trouve. J'ai pas vu les bandes annonces du. Ultra mal marketé, je trouve. C'est sûr. Mais oui, bien sûr. Parce qu'il a été vendu comme World War Z. Voilà. Alors qu'en fait, oui, tu peux pas en vouloir aux gens, du coup. Il y a des clins d'œil et tout, mais la réalité c'est que ça se concentre surtout sur des dynamiques de personnel. Enfin, c'est du Sam Esmail, quoi. Moi j'ai pas vu, franchement, les gens disent ça, mais j'ai pas vu le World War Z. Hein. Je n'arrive pas à voir World War Z. J'ai le bouquin qui est juste derrière moi, j'ai vu le film je sais pas combien de fois. Je vois pas du World War Z là-dedans, quoi. C'est pas des récits de trucs, enfin bref. Alors le côté un peu post-apo, quoi. Enfin. Ouais, bah dans ce cas-là, c'est tous les films du moment, quoi. Enfin, en fait, on vit, à part le côté anxiogène et tout part en couille, oui, mais c'est tous les films du moment parce que on va pas bien, le monde va pas bien. Alors... Donc la fiction, on retranscrit ce qu'on vit, quoi. Mais à part ça, ouais, je sais pas. J'ai l'impression que vous voulez vraiment parler du monde après nous. Du coup, on va clôturer cette séquence et on sera pas sans en reparler parce que c'est des sujets qui, vous le voyez, ça nous passionne et on part un petit peu dans tous les sens parce que vraiment on a trop de trucs à dire.